dirais que déjà le principal problème, c'est que ces parcours ne sont pas pensés du point de vue de l'usager. Mmh. Principale révélation quand on commence à expliquer l'approche du design, comment ça se passe, quelle forme au pluriel ça prend, c'est qu'on se dit mais en fait, j'avais jamais réalisé, mais j'avais jamais vu les choses comme ça, j'avais jamais chaussé les lunettes de l'usager pour appréhender de son point de vue le fait que avant même d'arriver, il est pas sûr d'être au bon endroit parce qu'il n'y a pas d'enseigne extérieure très claire qui te confirme que tu es arrivé au bon endroit, que te voilà entrer, l'aménagement spatial est tel que tu fais face à une porte ou à un escalier, tu sais pas où te diriger, que la personne qui t'accueille, ben, elle te demande des informations, toi t'étais pas informé au préalable, t'es pris un petit peu de cours, il y a un langage technique que tu perçois pas, que Mmh. tu te retrouves dans un espace d'accueil bombardé de posters sur la prévention de la grippe, de tel type de cancer, du Covid et du machin, alors que toi t'es déjà un peu éventuellement inquiet parce que tu vas te faire soigner, donc là on t'en rajoute une certaine dose, que tu es peut-être dans une proximité euh, pas très agréable avec le reste des usagers, des patients qui attendent à côté de toi, que selon la spécialité, il y a des gens qui peuvent être un peu impressionnants, que tu vas être accueilli très vite par un professionnel qui va pas te dérouler par le menu la façon dont il va procéder, tu vas découvrir incidemment qu'il va se passer ci et ça, que tu perçois pas exactement bien le sens aussi voilà, de la suite du parcours de soins, que t'as pas eu le temps de préparer tes questions. Donc, on te demande toujours, est-ce que vous avez des questions? Et sur le moment, t'en as pas. Elles vont venir 10 minutes après que tu sois parti. Et là, tu te dis, mince, il faut que je les appelle. Ah, est-ce que j'ai un numéro de téléphone? Non, il y a qu'un mail, Mmh. etc., etc. Bienvenue sur Meditalks, le podcast de la prévention santé. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui sur Meditalks Marie Coirier, designer spécialisée dans les domaines de la santé et du social, reconnue pour son engagement à améliorer l'accueil et l'hospitalité dans les établissements de soins. Diplômée de l'ENSAMA et de l'ENSI Les Ateliers en création industrielle, elle a cofondé en 2016 le Lab A, laboratoire de l'accueil et de l'hospitalité, au sein du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, qu'elle a co-dirigé jusqu'en 2024. Ce laboratoire explore comment le design peut transformer l'expérience des patients, des proches et des soignants à l'hôpital. Elle est également cofondatrice du collectif Care Co, en partenariat avec l'agence User Studio, qui regroupe des designers engagés dans l'innovation sociale et les projets de terrain. Parallèlement, elle enseigne dans plusieurs écoles de design, notamment à l'ENSI, où elle encadre des mémoires et des diplômes. Elle intervient également dans des formations continues, telles que le programme Praxis Référent Design en établissements sanitaires et médico-sociaux. Très active dans les médias et les conférences, elle partage sa vision d'un design au service du soin, de l'attention et de l'hospitalité. Marie, bonjour. Bonjour Max, et merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Donc, avec toi, on va parler de pas mal de choses. On va parler de design, évidemment, mais aussi d'accueil, de soignants, de patients, de la place des usagers dans la transformation des institutions de santé. En fait, pour tout dire, je t'ai rencontré du coup à Made in Tex au printemps dernier. Enfin printemps 2025, et où tu parlais de pas mal de choses, mais entre autres de l'ingénierie de la participation, et donc comment on fait intervenir efficacement des usagers dans l'amélioration des processus de prise en charge. Et tu expliquais d'ailleurs que c'était pas toujours bien fait, et on va y revenir un peu plus tard. Mais avant d'arriver sur tous ces sujets-là, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous dire d'où tu viens, où tu es né par exemple, et puis comment on devient designer, comment ton intérêt ou tes compétences ou tes envies font que tu te diriges vers ce genre de métier. Alors, donc moi je suis née en banlieue parisienne. Je viens pas d'une famille qui était déjà acculturée au design, à l'art, à l'architecture. Donc j'ai fait aussi mon chemin seule, mais j'ai eu la chance d'être soutenue par ma famille. J'avais pas d'emblée l'idée de faire des études de design parce que je voyais pas bien de quoi il s'agissait. C'est peut-être le Hmm. cas de certains de nos Eh ben, auditeurs. tu vas nous l'expliquer après, effectivement, oui.
J'y suis arrivée plutôt par hasard en poursuite d'études, après ma première partie d'études à l'ENSAMA, où je faisais plutôt des métiers d'art en sculpture. Et j'avais une amie qui m'avait conduit à la fête de l'ENSI, j'avais trouvé ça fort sympathique. Et petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à ce qu'on pouvait y faire. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir y rentrer. Après, mon parcours n'a pas été forcément linéaire, mais c'est rarement le cas Mhm. parce qu'on se cherche beaucoup. Les études de design, ça reste des études de création dans lesquelles on s'engage beaucoup personnellement et on s'expose. Et il y a toujours un moment où on a une crise ou une prise de conscience. Pourquoi je fais ça? À quoi ça sert? Où je vais? Donc, je me suis aussi posé ces questions-là. Et Bien c'est sûr. à ce moment de rupture dans mes études que j'ai eu l'opportunité de travailler sur des questions liées aux soins et où là j'ai trouvé l'intérêt de convier la discipline du design dans des milieux très contraints où les personnes étaient en manque évident de confort, de qualité, y compris sur le plan relationnel, et où je me suis rendu compte qu'il y avait tout à faire parce que le design était peu présent dans les milieux de soins. D'accord. Peut-être aussi parce qu'on considère que c'est très contraint, qu'il y a peu de marge de manœuvre, qu'on peut pas faire grand-chose. Et ça a été de l'ordre d'une révélation pour moi, qu'il y avait des choses à faire à l'hôpital et de toute façon pour accompagner les parcours de soins. D'accord. Donc, de toute façon, on va revenir là-dessus en détail après. Mais juste pour rester pour l'instant sur le début, si je comprends bien, du coup, il faut une personnalité quand même assez créative. Tu viens d'un parcours qui est quand même assez créatif. Donc, il faut une personnalité créative pour être designer. Ça implique beaucoup de créativité. Alors oui, effectivement, dans le design, il y a la création. C'est une discipline qui est un peu à cheval entre deux secteurs, le milieu de la culture et le milieu de l'industrie, avec cette idée de cahier des charges, de reproductibilité. Mais si on n'est pas un tant soit peu inventif, créatif, ben ça sert pas à grand-chose d'être designer. Il s'agit pas que d'appliquer une méthode, il s'agit surtout de pouvoir envisager des choses nouvelles, avoir des visions qui viennent éclairer des situations, des questions, pouvoir trouver des façons nouvelles de répondre à des problèmes. Et pour ça, il faut abondamment pouvoir chercher en dehors des sentiers battus, pouvoir dessiner, pouvoir identifier des imaginaires qui sont fertiles dans les milieux dans lesquels on travaille. Donc il y a une grande part effectivement de création et de créativité. Je connais peu d'étudiants designers qui n'ont pas été avant des dessinateurs ou des bricoleurs ou des makers. D'accord, oui, des makers, effectivement, je vois ce que tu veux dire. Et donc, est-ce qu'on peut peut-être commencer par définir tout simplement ce que c'est le design? Parce que moi, de mon point de vue, nous, on fait de l'édition de logiciels et donc le seul rapport que j'ai avec le design, je connais pas du tout le design, c'est les web designers, donc qui sont sans doute une sous-branche du design. Mais donc, si on pouvait définir de façon large ce que c'est le design, qui veut dire quand même conception, a priori, à la base, et puis tu nous dis effectivement dans quoi ça se décline. Et puis effectivement, bah, tu as déjà parlé des compétences qu'il fallait un petit peu, qui sont liées à la créativité, mais voilà, est-ce qu'on peut définir un petit peu largement ce que c'est le design, et puis toi, ta vision du design et ton métier du design? Alors déjà, tu l'as rappelé, le design, c'est un métier de conception. To design, c'est concevoir en anglais. On le Mhm. comprend parfois à tort en français comme un style, le style design. Je pense qu'on a tous entendu dire, oh là là, cette chaise, elle est design. Ça ne veut Mhm. pas dire grand-chose en vérité, mais souvent ce qui est sous-entendu, c'est que voilà une chaise avec une forme originale. Elle est peut-être pas forcément très confortable, mais elle est belle, elle est peut-être assez onéreuse d'ailleurs. Donc peut-être la première idée reçue qu'on peut évacuer, c'est que design n'est pas que style. Le Mhm. design, c'est avant tout une activité de conception qui répond à un cadre bien précis. Je parlais tout à l'heure du cahier des charges, ça c'est lié aussi à la partie industrielle, de reproductibilité, pouvoir prendre en compte un certain nombre de contraintes. Donc le design se nourrit de la contrainte et il est censé pouvoir la sublimer, la dépasser. Donc déjà, il s'agit vraiment d'une discipline très large, le design. Il y a plein de spécialités. Tu parlais du web design. On parle aussi de design graphique, de design d'espace, de design sonore, du design de service. Donc, ça désigne un ensemble de disciplines et ensuite, il y a un certain nombre de spécialités. En design, il y a rarement un homme orchestre, hein, quelqu'un qui sait tout faire. C'est Mhm. vraiment des métiers après assez spécialisés. Après, un deuxième point important, c'est que le design est naturellement centré sur les utilisateurs. Donc, quand tu rencontres quelqu'un qui te dit, moi, je fais un design centré sur les utilisateurs, tu te dis, mais en fait, c'est un mode par défaut normalement pour Oui.
designer. Parce que qu'on conçoive un site web, une chaise, un service, un espace, on doit toujours se baser sur les personnes qui vont l'utiliser, leurs pratiques, leurs usages, pouvoir appréhender vraiment leur expérience sur le plan aussi sensoriel, expérientiel. Donc, on ne peut pas travailler en faisant fi des personnes à qui ça se destine. Et Mhm. ça fait que, il y a une grande part d'ethnographie dans le design. Après, c'est plus ou moins contrasté en fonction des personnes. Il y a des gens qui vont plus vite droit au but. Moi, je fais partie peut-être d'une frange de design qui travaille vraiment de manière très en ancrage avec le terrain. C'est-à-dire de Bah, t'es pouvoir... obligé du coup. C'est-à-dire que si tu travailles avec les usagers, que ce soit un service, un produit, un son, t'es obligé du coup de travailler effectivement avec des gens très concrètement, quoi. Il y a un côté local. Il y a un côté tout à fait local et il y a l'idée de dépasser ces idées reçues parce que Mhm. on est parfois un petit peu sûr de son diagnostic et on a besoin de l'approfondir. Parfois, on a aussi sa propre idée de ce dont les gens ont besoin. Donc, on projette aussi nos propres réflexes et parfois fantasmes. Donc, le fait d'aller sur place, de passer du temps avec les gens, c'est aussi de pouvoir s'inscrire dans leurs pas, de pouvoir comprendre leur façon de penser, comprendre encore une fois leurs pratiques et leurs usages, et donc dépasser ce que nous on avait pu projeter, ou finalement pour nous, voilà, c'était ça dont les gens avaient besoin, c'est pour ton bien. Il y a un petit peu ce côté, je sais de ce dont vous avez besoin. Donc c'est faire l'effort vraiment de dépasser ses propres a priori, et donc alors on s'improvise pas ethnologue ou anthropologue, mais pour autant on emprunte un peu à ces pratiques d'observation, observation participante, on mène des entretiens individuels ou collectifs avec les personnes, on Mhm. partage des moments. À l'hôpital, ça peut être un moment de repas, un moment passé dans la salle d'attente, un moment passé dans le poste de soins avec les infirmiers, où du coup on s'intègre aussi dans le quotidien des personnes pour pouvoir saisir des moments clés dans la vie quotidienne, des relations aussi entre les personnes et aussi parfois avec les espaces. Ça nous permet de mener aussi une analyse de ce qui se passe plus ou moins bien et de documenter tout notre processus de conception. Donc ça, c'est quand même une part très importante dans ma propre pratique. C'est pour ça que je prends le temps de... D'accord. Ben merci. Et ça m'amène tout de suite une réflexion, c'est que du coup, il y a un équilibre que tu dois trouver, j'imagine, dans ta pratique, entre effectivement observer et écouter ben, les usagers ou les gens autour, en tout cas cet écosystème-là, parce qu'effectivement, ils ont un point de vue sur leur métier qui est important à prendre en compte, et parfois ils savent des choses mieux que toi, mais en même temps, tu es à l'extérieur, et au contraire, par ta vision externe, avec un petit pas d'écart, tu vas pouvoir leur amener des éclairages qui vont leur permettre d'aller plus vite, quoi. Et donc j'ai l'impression que tout de suite, tu as ce problème ou cet enjeu, disons, qui se pose, de trouver la bonne distance entre l'écoute des gens avec qui tu vas travailler et puis toi, ton apport d'innovation. Et donc, comment tu arrives à concilier ces trucs-là? Parce il faut forcément une phase d'écoute, puis après, il faut quand même que tu prennes des décisions ou des propositions et que tu sois aussi sûr de toi quand même d'une certaine façon pour amener des choses innovantes et intéressantes au final pour les usagers, quoi. Tout à fait. Là encore, une idée souvent reçue sur ces pratiques de terrain, c'est que les usagers savent ce qu'ils veulent. Et C'est pas parfois, ils se trompent. Et parfois, ils se trompent, exactement. Et de la même manière, on va pas recueillir une somme de désirs individuels. Hmm. Quelle synthèse on en fait? Donc, la participation, toute cette phase d'observation et de participation, ce n'est ni de recueillir les desiderata de tout le monde, c'est pas comme ça qu'on fait un projet, ni de Mhm. demander directement aux gens de quoi ils ont besoin, parce qu'ils le savent aussi rarement, ils se sont pas formulés la chose de cette façon-là. Et comme tu le disais, ils peuvent se tromper, ou alors ils peuvent être tellement paralysés par les contraintes de leur milieu économique, organisationnel, qu'ils imaginent pas qu'on pourrait faire autrement. Donc, un job essentiel du métier de designer, c'est justement de faire cette synthèse créative qui est à la fois le produit de tout le travail qui a été mené sur le terrain, mais aussi l'apport de ressources, d'inspiration et d'idées qui viennent de l'extérieur. Parce que effectivement, on n'est pas professionnel de santé, on n'est pas patient. On ramène aussi des idées, des références qui viennent d'autres mondes que le monde sanitaire. Et c'est ça aussi qui permet d'oxygéner le débat. Parce que sinon, en fait, on tourne en boucle avec les mêmes salles d'attente, les mêmes services, etc. C'est indispensable de pouvoir synthétiser et d'apporter d'autres points de vue, d'autres références. Et généralement, on constate que ça demande un peu d'aider les personnes à envisager ces autres possibilités parce que on ne voit plus les environnements professionnels dans lesquels on travaille. En fait, on a vraiment besoin d'avoir Mhm.
des supports de visualisation, des idées qui viennent d'ailleurs, des éclairages vraiment précis pour oser se projeter. Les gens ont désappris aussi dans les environnements professionnels qu'on fréquente. Ils ont désappris la créativité, ils ont désappris le pouvoir d'agir. Donc, quand on réouvre des portes, il faut soutenir et accompagner les gens. D'accord, donc vous avez aussi un pouvoir effectivement d'adjuvant, d'accompagnateur et d'accélérateur d'innovation en fait, pour changer les lignes en fait, de transformateur. Et d'autant plus qu'on est des tiers. Hmm. On est des tiers extérieurs, donc on peut se permettre d'accompagner les personnes vers élaborer des transformations, des changements à l'échelle de leur environnement, parce que voilà, on peut se permettre de dire des choses, de porter un regard neuf qu'eux-mêmes ne peuvent pas porter. Donc effectivement, on a ce rôle d'interprète Mhm. entre des préoccupations différentes, par exemple celle d'une direction générale qui a ses contraintes et sa feuille de route institutionnelle, celle des professionnels dans les services qui n'arrivent pas forcément à rattacher leur propre projet à une feuille de route institutionnelle, et on essaye aussi de rendre audibles leurs propositions en allant Mhm. chercher aussi un argumentaire et auquel, pour reprendre cette analogie-là, la direction générale va être sensible aussi pour le raccrocher à quelque chose d'intéressant qu'on va sponsoriser, auquel on va s'intéresser. Donc, on a ce rôle de passeur, effectivement. D'accord. Et alors par contre, pour rebondir là-dessus, tu avais l'air de dire dans une autre vidéo, je crois que j'ai vu, que par contre tu étais pas, c'est pas toujours bien reçu, c'est pas le mot, mais pas toujours bien vu, et qu'il fallait que quand même que tu expliques ton métier quand tu arrivais dans des environnements, en particulier hospitaliers, parce que bah, les gens pouvaient se dire mais qu'est-ce que c'est que ce métier gadget de designer là, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici, quel est le rapport avec le schmilblick? Et donc il fallait que tu parles de choses très concrètes pour leur faire comprendre que tu allais essayer de les aider sur leur métier, que tu n'étais pas là pour concevoir des chaises design quoi justement. Et donc est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça? Parce que j'ai l'impression quand même que quelque part, ça rentrait en confrontation avec un certain conservatisme, quoi, ou alors des logiques métiers qui sont ancrées, et donc c'est un petit peu difficile d'arriver dans ces milieux-là. Alors, tout à fait, et ça n'est pas lié qu'à ces milieux-là, j'y arrive, D'accord. parce que ben, le design, ça reste un métier qui est mal connu. Oui. Je suis sûre que les auditeurs aussi se demandent pourquoi tu parles de design aujourd'hui. Bah Euh, vas-y, vas-y. Et donc, peut-être ce qui est plus compliqué à l'hôpital, c'est qu'on arrive, et ça fait déjà quelque temps, dans une situation très compliquée, en fait, un moment très compliqué dans la vie de l'hôpital, où il est Mm. question de lits qui sont fermés parce qu'on ne parvient pas à recruter des soignants et des médecins, de pression budgétaire. Donc, c'est aussi un moment de la vie de ces institutions dans lequel il est deux fois plus difficile d'intégrer des professions exogènes qui semble n'avoir rien à voir avec le cœur de métier de l'hôpital. Donc je dirais qu'il y a à la fois pouvoir dépasser l'appréhension de ce métier de gadget, le style, le luxe, cela ne nous concernait pas, mais en plus une forme d'indécence à faire ce genre de proposition Mm. en période de disette. Donc ça, il faut vraiment le savoir quand on se présente dans ce genre de milieu, que personne ne vous attend, qu'éventuellement les gens vont même avoir des griefs avant même de vous avoir rencontré parce qu'ils ont vu sur l'ordre du jour qu'il allait avoir une présentation en design hospitalier. Ils se disent non mais on est tombé sur la tête, c'est quoi ce truc? Donc effectivement, il y a beaucoup de choses à désamorcer d'emblée et la présentation par l'exemple vient généralement, bon déjà rassurer d'une part sur le fait que c'est sérieux, on nous prend pas pour des imbéciles et plus encore, ça peut jouer un rôle dans les, les travaux qui sont menés pour aider à améliorer l'accueil dans les services, à repenser les politiques d'attractivité à l'hôpital et peut-être à participer aussi des changements managériaux que les professionnels appellent de leur vœu. Donc ils finissent par se dire ah mais c'était pas ce que je pensais. Déjà c'est très pratique et pragmatique. Ça s'incarne toujours autour d'un artefact matériel ou immatériel. Donc il y a quelque chose aussi de concret. On voit bien que ça mobilise les équipes. On voit bien que ça peut jouer un rôle dans la fidélisation parce que les personnes s'impliquent, parce qu'elles retrouvent du sens, elles retrouvent un pouvoir d'agir. Et en fait,
après, elles n'ont pas trop de mal à le connecter à des problématiques institutionnelles de fond. Et donc, il est même plus question de parler de d'éco secondaire, etc. Le métier est pris au sérieux. Si tant est qu'on est capable de montrer qu'on travaille vraiment à cette échelle systémique, qu'on s'intéresse aux problématiques institutionnelles de premier plan, qu'on ne fait pas fi des contraintes budgétaires, organisationnelles, des organisations généralement très pyramidales, hiérarchiques à l'hôpital. On peut pas faire semblant qu'on ne sait pas. Donc, il faut pouvoir soi-même intégrer ces contraintes-là, être bien au courant de l'état dans lequel sont les institutions dans lesquelles on met les pieds et de partir de là. D'accord. Alors, je sais pas si je me dis plusieurs choses en fait en même temps. Effectivement, peut-être difficile d'arriver dans ces milieux-là parce que le mot design, comme on le disait au début, est un peu connoté. Donc, on se demande a priori, les gens connaissent pas bien ce que c'est un designer et donc ils se demandent a priori ce que ça va faire. Par ailleurs, moi, j'ai constaté avec les gens avec qui on travaille, que ce soit des centres médicaux, des hôpitaux, même des libéraux, qu'en fait, ils ont tous des problèmes de design en fait. En tout cas sur les parcours patients. C'est-à-dire que si tu regardes le parcours patient étape par étape, comment le patient va aller d'une étape 1 à une étape 2 à une étape 3, etc. On repère très souvent des choses qui sont à optimiser, qu'il faut repenser, reconcevoir, qu'on peut accélérer dans certains cas, ou alors des choses qui sont oubliées, des endroits qui font des problèmes dans les processus par la suite. Et donc, je me suis demandé en préparant l'émission, comme toi, tu es quand même spécialiste du design de parcours patient, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas, parce que nous, dans notre expérience, on constate des choses qui se répètent chez différents clients, est-ce qu'il existe une cartographie des problèmes qu'on va rencontrer dans un parcours patient classique, à l'hôpital, par exemple, dans une même typologie, si tu veux, d'établissement de soins, ou est-ce que on est vraiment sur des problèmes qui sont établissements spécifiques et donc à chaque fois il va falloir creuser, regarder la situation localement comme elle est et on va pas pouvoir faire une cartographie des choses qu'on retrouve de façon récurrente ou les problèmes qui arrivent classiquement. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être pas très clair ma question. Non, non, si, en tout cas, je pense que je vois ce que tu veux dire. Je dirais que déjà, le principal problème, c'est que ces parcours ne sont pas pensés du point de vue de l'usager. Hum. Principale révélation quand on commence à expliquer l'approche du design, comment ça se passe, quelle forme au pluriel ça prend, c'est qu'on se dit, mais en fait, j'avais jamais réalisé, mais j'avais jamais vu les choses comme ça, j'avais jamais chaussé les lunettes de l'usager pour appréhender de son point de vue le fait que avant même d'arriver, il est pas sûr d'être au bon endroit parce qu'il n'y a pas d'enseigne extérieure très claire qui te confirme que tu es arrivé au bon endroit, que te voilà entrer, l'aménagement spatial est tel que tu fais face à une porte ou à un escalier, tu sais pas où te diriger, que la personne qui t'accueille, elle te demande des informations, toi t'étais pas informé au préalable, t'es pris un petit peu de cours, il y a un langage technique que tu perçois pas, que tu te retrouves dans un espace d'accueil bombardé de posters sur la prévention de la grippe, de tel type de cancer, du Covid et du machin, alors que toi, tu es déjà un peu éventuellement inquiet parce que tu vas te faire soigner, donc là, on t'en rajoute une certaine dose, que tu es peut-être dans une proximité pas très agréable avec le reste des usagers, des patients qui attendent à côté de toi, que selon la spécialité, il y a des gens qui peuvent être un peu impressionnants, que tu vas être accueilli très vite par un professionnel qui va pas te dérouler par le menu la façon dont il va procéder, tu vas découvrir incidemment qu'il va se passer ci et ça, que tu perçois pas exactement bien le sens aussi voilà de la suite du parcours de soins, que t'as pas eu le temps de préparer tes questions. Donc, on te demande toujours, est-ce que vous avez des questions? Et sur le moment, t'en as pas. Elles vont venir 10 minutes après que tu sois parti. Et là, tu te dis, mince, il faut que je les appelle. Ah, est-ce que j'ai un numéro de téléphone? Non, il y a qu'un mail, etc., etc. Donc, le principal problème, c'est déjà que on met à distance nos propres expériences. Parce qu'on a tous été patients un jour ou l'autre à l'hôpital dans des situations plus ou moins graves, mais qu'on ne convoque jamais nos expériences. Et on reproduit du coup dans la conception des systèmes, des parcours, des organisations de services, organisations spatiales, les mêmes dysfonctionnements, parce que voilà, le point de vue qui prime, c'est celui des professionnels, c'est celui de la performance, de l'efficacité des flux, du propre et du sale, etc. Donc des considérations souvent beaucoup plus techniques. Et cette question de l'expérience de la personne concernée, du patient, de l'usager, elle est toujours la dernière roue du carrosse. Et elle est souvent balayée à travers, oui, on a fait une salle d'attente sympathique avec du mobilier design et des plantes et des machins. Les gens n'en ont pas grand-chose à faire. Eux, ce qu'ils veulent,
et un continuum qui soit fluide, dans lequel ils se sentent considérés, dans lequel ils comprennent ce qui est attendu d'eux, ce qui va venir derrière, de ne pas être pris pour des enfants, d'avoir aussi une relation qui est rassurante dans un moment où ils sont inquiets, de se trouver dans des espaces dans lesquels ils se sentent un minimum en confiance et puis respectés aussi, pas complètement voilà, déshumanisant. Donc, si on est capable de chausser les lunettes de l'expérience du patient et de peut-être convoquer les moments où on a été soi-même patient, eh ben, c'est transformateur. Donc ça, je dirais que c'est vraiment le point commun dans les difficultés que se posent, et c'est quasi toujours les mêmes, hein, de signalétique, de questions liées à l'information, à la qualité de relation avec les professionnels c'est toujours les mêmes problématiques. Et voilà, le principal problème, c'est qu'on ne regarde et on ne conçoit pas ce type de service à travers le prisme de l'expérience patient. Oui, je comprends très bien et je rebondis tout de suite là-dessus parce que du coup, très souvent, les gens avec qui on travaille, mais j'imagine que toi aussi, ben, on essaie de leur demander pour se mettre à la place, ben, en fait, de faire le parcours patient. C'est-à-dire qu'ils se mettent au début du parcours patient comme si c'était un patient, et ils font une sorte de test et ils découvrent eux-mêmes, avec les lunettes, comme tu dis, de l'usager, ben, les différents problèmes qui arrivent les uns après les autres et ils constatent en fait comme tout le monde, hein, la même chose. Et donc, ça permet déjà de se décaler par rapport enfin, en tout cas, de vivre une expérience qui leur permet de voir mieux les choses. Donc, ça peut être un peu une première étape. Tout à fait, c'est une première approche. Dans les services d'hospice, on dit souvent, faites le parcours en brancard. Regardez le parcours depuis la chambre jusqu'à l'arrivée au bloc. Regardez ce que voit le patient qui est alité, qui est contraint de regarder des plafonds qui n'ont pas été traités pour ce point de vue-là. Donc des plafonds qui sont parfois un peu endommagés, souvent aveuglants. Des plafonds aussi qui induisent une perte de repère parce qu'on n'a pas compris qu'on était passé d'une pièce à l'autre. Il n'y a pas de signalétique au plafond ou même sur le bord haut des murs. Donc déjà, changer de point de vue, c'est une première étape. Mais il y a des problématiques peut-être plus subjectives et plus relatives à la perception, à la culture des personnes qu'on ne peut pas appréhender sans les personnes. Donc je dirais qu'il y a D'accord. une complémentarité entre adopter le point de vue, la posture, expérimenter soi-même, mais que c'est complémentaire du fait de pouvoir explorer les perspectives des personnes concernées. Et donc de ne pas chercher, parce que c'est quand même toujours tentant, à plaquer sa propre compréhension du problème, parce qu'on s'est mis dans un fauteuil, on s'est mis dans un brancard, etc. Et voilà, ça n'empêche pas, et même il faut garder en tête qu'on ne pourra pas totalement appréhender, voilà, la perspective des personnes. Donc il y a une part de subjectivité. Ça nécessite de mener des entretiens plus qualitatifs Mhm. où on laisse aussi s'exprimer une parole un peu plus brute des personnes qui peuvent décrire leur appréhension en fonction de leur propre parcours, de prisme personnel, culturel, qu'il est indispensable d'appréhender. Et ça, on peut pas le faire sans les D'accord. personnes. Il y a un mot qui résonne beaucoup, c'est rien sur nous sans nous. C'est un mot qui vient souvent des communautés d'usagers euh, 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 marginalisés, à qui on dit souvent on a pensé les choses pour que ce soit bien sur vous, sauf on a oublié de vous mettre dans la boucle. Mhm. Et c'est vrai que ça revient souvent. Il faut vraiment avoir en tête que la perspective des personnes concernées prime quasiment en fait sur l'appréhension qu'on peut faire D'accord. soi-même. Donc, à ne Et pas donc, oublier. c'est pour ça que tu appelles à l'ingénierie de participation. Tu parlais de ça dans ta présentation à Medintech, c'est-à-dire comment structurer les choses pour faire des entretiens peut-être qualitatifs effectivement avec ces personnes-là, en tout cas les intégrer dans le processus qui vise à améliorer la prise en charge, pour parler du parcours patient, quoi. Et donc du coup, ça m'intéresse que tu décris un peu comment tu fais ça. Du coup, comment tu vas recruter entre guillemets un patient peut-être qui vient là, ou un médecin aussi qui va venir, ou un proche, et comment tu vas organiser, structurer ces choses-là pour améliorer les parcours patients. Tu peux nous expliquer un peu ça? Tout à fait. Alors, c'est vrai que j'emploie ce mot un peu barbare d'ingénierie de la participation pour indiquer que faut pas le prendre à la légère, qu'il s'agit pas seulement de Mm. mettre les gens autour d'une table avec trois, quatre chouquettes et que l'alchimie va prendre. La participation, ça ne se décrète pas. Ça s'aménage, ça se prépare. On peut pas faire fi, je disais tout à l'heure, des rapports de force institutionnels, mais aussi vraiment des rapports de pouvoir des uns par rapport aux autres. On va pas mettre un patient et son médecin dans un atelier participatif en estimant qu'une fois que le médecin a enlevé sa blouse, ça y est, il y a une symétrie des attentions et ça ne marche pas. Donc, il y a vraiment une attention
à, à porter vraiment à la façon d'inclure les personnes. Donc, le recrutement, c'est très variable d'un sujet à l'autre, les appels à volontariat. Ça peut aussi passer dans les établissements qui commencent à recruter des patients experts ou des médiateurs de santé pairs par des personnes concernées qui sont recrutées par l'établissement justement pour faire de la médiation entre les patients et les professionnels. Ça peut passer par des appels à volontariat plus spontanés, mais dans lequel il faut être très clair sur le cadre. Et je pense que c'est souvent aussi ce qui pêche, c'est que on est souvent plein d'ambition et on promet un peu monts et merveilles à travers la participation parce qu'on maîtrise pas très bien le cadre dans lequel on est et parfois le fait que ça nous échappe. Par exemple, on travaille autour d'un projet bâtimentaire, sauf que les travaux vont prendre des mois voire des années de retard pour des raisons qui nous échappent. Et donc la participation va se diluer, les gens vont s'essouffler. Et on va commettre l'erreur qu'on commet 9 fois sur 10, de pas leur faire de feedback, de pas les tenir au courant. Et donc ça, je prends cet exemple-là, quand on mobilise les personnes, quand on réussit à voilà instaurer un lien de confiance, le minimum d'hygiène dans la relation qu'on peut avoir, c'est de tenir au courant, de tenir informé. Qu'est-ce qui a été fait de votre parole? Comment ça a été synthétisé? Pourquoi ça fait longtemps qu'on vous a pas donné de nouvelles? Quelle est la prochaine étape? C'est vraiment Donc c'est peut-être. la gestion de projet, ça et du suivi en fait des participants, quoi. Ben, tout à fait, sauf que quand tu as des usagers volontaires et patients, en fait, tu oublies volontiers, pas parce que ça t'intéresse pas, mais parce que tu es aussi rattrapé par le quotidien. En fait, tu oublies de dire aux gens quelle est la suite ou qu'est-ce qui a été fait de la session de travail. Et je pense que ça souffle vraiment déjà sur la braise, parfois déjà présente du ressentiment de j'ai été le dindon de la farce, j'ai passé du temps à m'exprimer, à donner mon point de vue, mes idées, etc. Et après, je ne sais pas ce qui en a été fait. Les hôpitaux sont truffés de professionnels et de patients qui ont déjà été consultés et jamais tenus au courant et qui du coup se disent que toutes ces démarches se valent, que c'est que de la com. Et donc d'abord, il y a à restaurer un peu un lien de confiance en étant très clair, encore une fois sur la part contractuelle, pourquoi on fait ça, quelle est la suite, ce sur quoi on ne peut pas s'engager. Et je pense que cet objectif vraiment de transparence, de clarté sur les infos qu'on maîtrise et sur le fait qu'on s'engage à tenir les personnes au courant, c'est la base. Mais c'est une base qu'on a déjà du mal à faire. Ouais, je comprends. Et puis du coup, si la confiance a été abîmée par ailleurs, il faut du coup la restaurer. Et donc ça, c'est encore autre chose. C'est même à côté du métier de designer. C'est la comment dire la gestion de projet, la conduite du changement et de l'accompagnement pour que les choses se passent le mieux possible, quoi. Est-ce que tu aurais un exemple concret? Je me demandais quand tu parlais là. Est-ce que tu aurais un exemple concret justement de projet où vous avez inclus, vous avez fait de la participation efficace, une bonne ingénierie de participation. Avec peut-être des patients, des proches, des soignants, et où ça a amélioré les choses, précisément parce que les gens ont pu participer et exprimer leur point de vue. Tout à fait. Je dirais juste un mot, que toutes les questions ne se prêtent pas à la participation. Il faut cibler D'accord. une question, déjà que tout ne peut pas être discuté, clairement. Mhm. Les avis médicaux, les sujets de gestion de crise, quand on manque de temps, quand on est trop en aval aussi dans le processus et qu'en fait les décisions ont déjà été prises, à quoi bon faire venir les gens pour leur demander quelle couleur, etc. Donc déjà, on peut évacuer un certain nombre de contextes et de sujets qui ne se prêtent pas à la participation. Je donnerai un exemple autour d'un projet sur l'accueil des sites de psychiatrie, le primo-accueil, quand on franchit le seuil d'un lieu de soins en psychiatrie. Donc c'est un projet qui était mené à l'époque où je travaillais au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, avec la volonté de progressivement rénover les espaces des accueils, mais aussi retravailler sur la qualité d'accueil, y compris en termes relationnels. C'est quoi accueillir des usagers probablement inquiets, probablement un peu impressionnés aussi, parce que sur le plan symbolique, ça peut représenter d'arriver dans un lieu de soins en psychiatrie. Donc là, on avait passé un appel à volontariat auprès de patients déjà suivis à l'intérieur de l'établissement, dans les soins ambulatoires, donc des personnes dont l'état de santé était stabilisé, qui étaient plus à l'état aigu hospitalisé, donc des personnes qui, sur leur temps personnel, étaient d'accord pour venir partager leur vécu et leur expérience dans l'objectif d'améliorer le processus d'accueil dans les lieux de soins pour eux-mêmes et pour les autres.
Donc ça, c'était le contrat. Donc qui dit volontariat dit c'est sur votre temps libre. Donc on a tout de suite dit, on va vous proposer de participer à des ateliers, on va vous proposer de participer à des visites de sites pilotes, de participer à l'expérimentation, voir aussi les effets des prototypes, peut-être même au comité de pilotage du projet. Vous pouvez partir à tout moment, D'accord. sans avoir à vous justifier. Ça, c'est un point hyper important, parce qu'encore Mhm. une fois, les personnes donnent de leur temps volontaire. Ça peut éventuellement charrier aussi des émotions, euh, Mhm. parce que on est entre personnes concernées par des problématiques de troubles psychiques. On a des variations aussi d'humeur, parce que les uns et les Mhm. autres, parfois, nous agacent, nous énervent, prennent la parole, etc. Ça nous envahit. Donc, une première consigne aussi qu'on avait donnée, c'est vous n'avez pas à vous justifier, vous pouvez quitter ce processus quand vous voulez. Ça, c'était assez D'accord. sécurisant pour les personnes. Et du coup, Donc, vous pour les arrivez à recruter assez facilement ce genre de personnes ou c'est difficile, c'est long? Comment ça se passe? On a été agréablement surpris par le nombre de personnes qui ont répondu. Ok, Euh, super. C'était la première fois qu'on les contactait en direct, c'est-à-dire sans passer par la maison des usagers et les bénévoles d'associations, Mhm. sans passer aussi par les représentants des usagers qui siègent en commission des usagers à l'hôpital. Là, c'était un appel en direct sous l'égide de l'hôpital avec un poster institutionnel, mais c'était la première fois qu'on testait ça parce que je pense que l'hôpital aussi cherche des façons de travailler avec des usagers qui ne sont pas des professionnels de la participation. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas fait appel aux personnes qui siègent déjà aux instances. Donc les personnes qui sont voilà, soignées à cet instant T. On a eu beaucoup de réponses parce que les personnes se sentaient utiles à leur tour pour l'hôpital. En tout cas, c'est le motif qui a souvent été invoqué, de pouvoir rendre utile, se rendre utile peut-être, parce que c'est souvent des vécus qui sont très traumatiques et pénalisants en fait dans ces questions de santé mentale. Ça empêche de vivre comme on le souhaiterait. On se sent stigmatisé, on est mis à l'écart d'un certain nombre de moments de la vie sociale. Donc, à un moment que ça puisse être une ressource pour les autres, que ça puisse contribuer vraiment à aider, ça a été très apprécié par les personnes. Ça donne Euh, du sens, oui. Ça donne du sens et alors ça c'est peut-être d'un autre ordre, mais il y a quand même des gens qui nous ont aussi dit que ça participait de la réparation pour eux-mêmes. Mhm. Donc ça n'avait pas voilà, ça avait du sens pour elles-mêmes de s'inscrire dans un programme d'amélioration de leur hôpital, euh, qu'elles étaient désireuses de donner leur avis parce que elles ont déjà rempli des questionnaires comme on en a tous, les questionnaires de satisfaction quand on sort des hospices, mais c'est pas une parole très libre, c'est souvent quand même des cases oui/non. Donc là, Mhm. c'était l'occasion aussi de pouvoir aborder un peu plus en profondeur les reliefs de leur expérience et encore une fois, que ça soit constructif, utile pour un projet concret d'amélioration des accueils de Ok. l'hôpital. Et donc là, vous recrutez aussi des proches et des soignants ou c'est que des usagers, entre guillemets? Alors, ça n'est pas que des usagers. On a travaillé aussi avec des soignants et des médecins dans les sites dans lesquels on a testé les dispositifs, en l'occurrence d'accueil, de signalétique, des enseignes, des panneaux d'information. Donc là, on y a travaillé en direct avec les professionnels parce que ça avait un impact sur les lieux dans lesquels ils travaillent, donc ils ne pouvaient pas être mis de côté. En Mhm. revanche, on n'a pas fait de groupe mixte soignants-soignés au début. Il y avait besoin d'avoir des chambres séparées pour que chacun puisse parler Bien sûr, la parole se séparément. libère, quoi. Exactement. On a attendu plutôt la fin de la démarche quand on avait des résultats très encourageants, que les prototypes avaient été mis en place et qu'il y avait déjà en fait des améliorations tangibles. Là, on a invité dans certains cas professionnels et patients à dialoguer parce que on avait déjà un terrain, je dirais, plus Confortable pour discuter, quoi. exactement. D'accord. Et donc, tu peux nous dire un peu, du coup, qui a été analysé comme des choses qui étaient plutôt pas terriblement bien faites au début, puis que vous avez réussi à améliorer justement par cette discussion-là et puis la mise en place de choses différentes? Oui, tout à fait. Alors, un premier truc, c'est que ce projet, on l'a abordé beaucoup sous l'angle spatial, des aménagements, des équipements, etc. Et les patients nous ont beaucoup ramené sur la dimension humaine. Ça paraît une Ça m'étonne évidence hein, pas. de le dire comme ça, Ouais. mais parfois on résout quand même beaucoup de problèmes humains par du matériel. Et en fait, ça n'a pas d'impact vraiment, en tout cas pas l'impact escompté. Donc, les patients nous ont aidés à remettre un coup d'accélérateur sur la dimension de formation des personnels accueillants, formation à l'accueil
d'accueil physique et téléphonique, formation à l'accueil de personnes en détresse, parce que c'est quand même aussi souvent le cas. Donc, on a pu mettre en place un parcours de formation qui récemment a été intégré au plan de formation. Donc, c'est pour dire qu'on est passé Super. d'une idée à une expérimentation, à son inscription dans la routine. Donc, Ok. quand je parlais tout à l'heure de design industriel, industrialiser à l'échelle d'un hôpital, ça peut être ça. C'est de faire rentrer une expérimentation dans la routine. Après, évidemment, c'est pas simple. Parce que J'imagine. Mais ça peut bravo se du coup. heurter, ça peut se heurter à un certain nombre de rigidités de l'organisation qui est pas prête en fait à transformer les choses. Donc ça nécessite beaucoup de négociations avec les directions qui sont concernées parce qu'on ne le fait pas contre eux, on le fait avec eux. Et pour autant, parfois, ça déplace un peu les organisations telles qu'elles sont. Donc, il y a l'aspect de la formation, il y a l'aspect de l'information. Je te disais tout à l'heure, tu arrives dans cette salle d'attente avec toutes ces informations anxiogènes. Dans toutes les salles d'attente de médecine générale aussi, je pense que les auditeurs se reconnaissent dans ça. C'est vrai que c'est bizarre ça, hein. On se demande, c'est pas de bon sens quoi. Bon bref. Ben, en tout cas, il y a cette importance de pouvoir renseigner, informer, sauf que l'accumulation d'informations déjà les rend illisibles les unes par rapport aux autres. Ça fait qu'il y a aussi des infos obsolètes qui sont au troisième plan. Donc voilà, sur le plan ergonomique, ça fonctionne pas. Et sur le plan de la réceptivité des personnes assises, ça ne fonctionne pas non plus parce il y en a trop sur le même ton de la prévention, du dépistage. Et donc, c'est peut-être de mieux choisir, de mieux ventiler l'affichage de ces informations. Donc, là, typiquement, on a élaboré un système c'est pas révolutionnaire, attention, de panneaux d'information avec des couleurs différentes et des intitulés qui... Donc, après avoir été testés dans les premiers services, en fait, se sont répétés dans dans tous les services de soins. On était en période de pré-certification, donc il y avait aussi un intérêt pour l'institution à progresser sur le plan de l'information. Donc, moins mais mieux, en gros. Et quand je rajoute une info, il faut que j'en enlève une. Donc, c'est aussi le fait de ne pas juxtaposer, saturer l'espace et de mieux répartir et indiquer quelle info à quel endroit en fonction de ce qui peut intéresser les personnes. Parce que ces salles d'attente, on peut dire que c'est aussi des centres ressources. C'est une occasion d'aller chercher une info qui m'intéresse, si tant est qu'elle est bien présentée. Et en ça, les offices du tourisme ont été des bons exemples. Ah On oui, a d'accord. regardé dans les offices du tourisme comment était disposée l'information, qu'il y avait une diversité de supports d'information entre les posters, les brochures. Il y a aussi tous ces éléments qui sont remplis en direct par la personne qui t'accueille à l'office du tourisme. Quand elle annote un plan et qu'elle te le donne, c'est Mhm. personnalisé sur une base la même. Donc, on a regardé l'écosystème de supports d'information qui sont utilisés dans ces contextes-là et ça nous a beaucoup inspiré. Donc, c'est le lien avec ce que je disais tout à l'heure, trouver des inspirations extérieures au monde de l'hôpital, ne Bien pas sûr. s'interdire de trouver des bonnes idées dans d'autres mondes. Et en l'occurrence, ça a aussi transformé le paradigme de la salle d'attente dans lequel tu attends, dans lequel tu es assez passif, en centre ressources. En lieu vraiment de ressources, en tout cas d'informations sur des sujets qui m'intéressent parce que mes préoccupations sont spécifiques. J'ai des besoins d'accès à certains services et je vais pas trouver ça dans toutes les salles d'attente de la CAF, de la sécurité sociale, etc. Donc j'ai aussi besoin de venir dans mon lieu de soins pour aller chercher cette info-là qui va m'aider dans ma vie personnelle, citoyenne, sociale, etc. Oui, ça pourrait être une mini bibliothèque en fait, la salle Ah, d'attente quoi. tout à fait, tout à fait. Ok. Et il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce que tu viens de dire, et j'aimerais bien insister un peu dessus si tu veux bien, c'est le côté crucial de l'interaction humaine finalement. Là, dans le cas de l'accueil, mais dans plein de moments des parcours patients en santé, l'interaction humaine, elle est fondamentale pour connaître pas mal de professionnels de santé. Et de leur point de vue, j'ai l'impression que c'est à la fois quelque chose qui leur plaît beaucoup dans leur métier, de pouvoir interagir comme ça avec des humains très fréquemment, et à la fois une difficulté importante parce que quand la communication se passe pas bien ou que les rapports sont pas bien, bah c'est peut-être la plus grosse source de stress ou de choses difficiles à gérer en tout cas au quotidien.
Et je trouve que c'est un rapport aussi avec les nouvelles technologies et l'IA, etc., qui tend quand même à remplacer certains services que les humains pouvaient apporter dans le passé, et que sur certaines choses assez précises, l'IA est au moins aussi efficace que les humains, mais elle n'est pas humaine, justement. Et donc, il me semble que ça accentue d'autant la place de la relation humaine entre le patient et son praticien, mais d'une façon générale. Et même, ça me semble un métier d'avenir, parce qu'en fait, si c'est bien fait, c'est ça que vont venir chercher les patients, il me semble, dans un parcours de soins. La partie expertise qui sera faite effectivement par des logiciels ou par des IA sera peut-être très bien faite et même mieux faite que certains humains. Mais par contre, la partie relation humaine, il me semble, va être très compliquée à remplacer pour le coup, et donc va prendre une importance accrue dans les années qui arrivent. Je ne sais pas comment tu vois ces sujets-là, si ça te parle ou pas. Ça me parle tout à fait. Peut-être je vais donner un témoignage qui était porté par les usagers volontaires dans notre sujet sur l'accueil. C'est des mots importants. Ils nous ont dit, à l'accueil, j'ai besoin d'être attendu, considéré. L'accueil, en fait, c'est le fait de se sentir attendu, soutenu et considéré. Et cette notion de considération, être pris en considération, c'est irremplaçable. Tu peux pas le déléguer à une IA. Ça se joue dans la qualité, en fait, à envoyer des signaux d'accueil, de compréhension, je suis à l'écoute. Vous avez du mal à formuler votre demande. Je suis à l'écoute. Je vous aide à formuler votre demande. Donc, on a constaté qu'il y avait un immense écart entre l'attente formulée par les usagers et les formations très pauvres, voire inexistantes, qui étaient proposées aux agents d'accueil. Il y avait un peu cette idée que n'importe qui peut être agent d'accueil, que ça peut s'improviser. Sauf que je pense qu'au contraire, c'est un métier très qualifié qui demande vraiment une capacité d'écoute, une capacité d'attention, de présence à l'autre, pour aider l'autre à baisser peut-être tension, agressivité, animosité, anxiété, qui peuvent entraver par la suite du parcours, générer des conflits, des difficultés qu'on va retrouver un petit peu plus tard. Donc, ce premier contact physique, on se targue parfois de dire oui, l'accueil, c'est la vitrine de l'hôpital. On a vu ça écrit partout. Et pour autant, ça n'est pas pris suffisamment au sérieux. Ce sont des métiers extrêmement qualifiés qui demandent des formations qui vont bien plus que la gestion des violences au quotidien. C'est vraiment la qualité de relation, de la présence à l'autre qui se décline dans des savoir-faire et des savoir-être qui ne sont pas qui ne s'improvisent pas et qui nécessitent vraiment d'être soutenus. Donc je pense comme toi, quand les personnes sont fragiles et vulnérables, et 2 fois plus attentives à la façon dont on se comporte avec elles, parce qu'elles sont par ailleurs diminuées, fragilisées par la maladie, le trouble, elles ont besoin de 2 fois plus d'attention en face. Donc c'est au contraire des interactions qu'il faut soigner. Et pour ça, c'est vrai que les espaces viennent en support, si tant est que les espaces sont conçus à travers le prisme de la relation. Donc toutes les vitres, les hygiaphones, et puis ces immenses halls dans lesquels on se sent perdu, parfois on se dit aussi, ne soutiennent pas la relation à l'autre. Donc c'est à penser à travers la formation, comme je le disais, mais aussi à travers l'espace pour qu'il soit propice à l'entrée en relation de l'un avec l'autre. Ok. Et est-ce que, un peu à rebours de ce que je viens de dire avant, est-ce que justement les IA peuvent pas aider? En tout cas, alors peut-être pas sur la partie présentielle, parce que rien remplace la présence d'un humain, il me semble, pour le moment en tout cas. Mais en revanche, je sais pas si tu as vu les études comme moi sur des communications textuelles, par exemple, entre des patients et des praticiens, et on s'aperçoit que des IA, donc je pense à des IA de type LLM, c'est-à-dire GPT, ChatGPT, etc. Je sais pas si tu utilises ces outils-là, mais évidemment, ils ont beaucoup plus de patience, ils sont pas dans le feu de l'action. Ce sont des robots, ce sont des outils automatiques. Et donc, ils ont quand même tendance à être plus agréables avec les patients, à être moins stressés, à s'intéresser plus aux patients quelque part, à avoir plus de... Alors, c'est pas le mot empathie, parce que c'est pas vraiment de l'empathie, mais en tout cas, à simuler peut-être de l'empathie et de la compréhension et à considérer le patient, c'est le mot que tu utilisais tout à l'heure. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose qui pourrait aider dans ces technologies-là? Ou est-ce que tu penses que, non, il vaut mieux les dédier à faire autre chose, évacuer et mettre vraiment de l'humain au centre de la relation avec un autre humain? Comment tu vois ces choses-là? Est-ce que tu trouves que c'est plutôt inquiétant, ces nouvelles technologies, vis-à-vis de la relation patient-praticien, ou est-ce que ça peut apporter des choses positives quand même?
Je pense que ça peut apporter des choses positives si tant est que on décide de les mettre au bon endroit et pour les Hmm. bonnes personnes. Parce que dans l'exemple que tu citais, je pense que ça peut dépassionner certaines conversations et peut-être du coup aider à centrer sur le sujet. Je pense qu'il y a aussi des personnes qui souffrent de difficultés relationnelles et qui sont tétanisées par l'accueil physique et qui au Mhm. contraire peuvent être aidées par une IA. Ça peut Mhm. les aider Voir un aussi robot. voir un robot. Ça peut les aider sur le plan de l'observance aussi, le fait d'avoir un rapport quotidien avec une IA qui guide et qui soutient. Donc, encore une fois, je pense que ça dépend des personnes. Euh, pour moi, il faut toujours proposer les deux parce que voilà, il va rester des gens qui préfèrent être accueillis par une personne, des gens aussi qui se sentent très vite dépassés, perdus et même inquiets de la désincarnation des robots et des IA, et à l'inverse des personnes qui vont être du coup beaucoup plus à l'aise avec le côté désincarné, dépassionné, où effectivement on n'a pas une personne de chair derrière qui envoie des signaux non verbaux, qui agace, qui irrite, Pas de etc. jugement, ouais. Pas de jugement, exactement. Donc, je pense que ça peut aider énormément de personnes, mais je le vois vraiment en complémentarité, et que l'humain sera irremplaçable, mais que l'humain peut être soutenu à bien des endroits par l'IA, et notamment je pense, dans certains suivis chroniques qui nécessitent vraiment d'avoir des relations régulières, et qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ces relations-là, qui ont du mal à s'inscrire dans la durée. Donc, ça peut être un magnifique relais, justement. D'accord. Et vous avez des demandes dans ce sens-là actuellement ou c'est trop innovant pour l'instant pour être pris en compte dans les différents projets, en tout cas dans le design de parcours de soins qui se fait actuellement? C'est trop innovant de faire intervenir des IA de type GPT, des choses comme ça, ou c'est des choses qui commencent à se faire? Je suis pas la bonne personne pour répondre à ta question D'accord. parce que je suis moins impliquée en fait dans le développement de ce type de projet. Ça ne s'est pas présenté jusqu'à maintenant. Hmm. Euh, donc voilà, je ne peux pas D'accord. répondre. Pas de souci. Et il y avait une autre question qu'on avait abordée quand on a préparé l'émission et qui m'avait intéressé quand j'ai vu aussi une conférence, j'avoue que je sais plus où c'était, qui est en vidéo sur YouTube avec toi et d'autres intervenants, qui abordait à la fois les aspects scientifiques, l'évaluation du design, et puis aussi, moi j'avais constaté une sorte de confrontation entre l'analyse forcément locale que tu dois faire pour amener un design qui est bon dans un cas précis et la généralisation. Alors tu vas dire que je suis un peu obsédé par ça parce que ça fait plusieurs fois que j'en parle. Et parce que c'est vrai que moi, je viens du monde de l'édition de logiciels, et nous, on est un peu obsédé par la factorisation des problèmes, leur mutualisation pour pouvoir proposer un service le plus efficace à pas mal de gens possible, quoi, pour pouvoir avoir un gros impact. Et j'avais l'impression qu'il y avait une forme de tension dans le design, en tout cas dans les intervenants dans cette conférence-là, entre le local et le côté scalable, comme on dit, c'est-à-dire une fois qu'on analyse un problème dans un cas donné, comment l'industrialiser, comment le projeter dans d'autres établissements ou dans d'autres situations. Et donc, moi, j'avais l'impression qu'il y avait une tension là-dedans, et à la fois sur ça et sur la partie évaluation, c'est-à-dire, une fois qu'on a mené à bien un projet de design dans un cas particulier, comment on peut l'évaluer, quels sont les outils scientifiques, pour valider tout simplement son intérêt, son utilité, et pour le répliquer ailleurs éventuellement. Donc, je suis désolé, j'ai posé un peu beaucoup de questions en même temps, mais c'est ces sujets-là que j'aurais bien aimé aborder si tu veux bien pour la fin de cette émission. Très bien. Bah, je vais commencer par répondre sur la partie passage à l'échelle, et je prendrai la question de D'accord, l'évaluation dans un second temps. merci. Tu as raison de dire qu'il y a une tension parce qu'elle est à l'œuvre et pas que dans le milieu médical. L'origine de cette tension, c'est que dès lors qu'on démultiplie, on dénature, on pervertit ce qui était si bien conçu sur mesure et peut-être même en haute couture pour tel service. Moi, je suis assez opposée à cette vision, mais je suis pas non plus complètement versée sur l'autre idée qui veut que tout doit être en permanence généralisé et dupliqué sur le même modèle. Je pense qu'il y a quand même un entre-deux parce que le fait de travailler sur la santé, c'est vrai qu'on travaille sur beaucoup de situations particulières. Il y a des services dont le métier est le même, mais après la façon d'exercer le rôle de soignant et de médecin va être aussi très 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 individuelle et en fonction des patients concernés. Donc, moi, je suis assez proche de l'approche vraiment du design systémique où, quand on s'adresse à des problématiques complexes, structurelles, où on va rencontrer du coup des freins, voilà, systémiques et culturels, on ne peut pas faire fi des contraintes
au déploiement. En fait, il faut qu'on les ait dès l'expérimentation en tête, que si on veut que ça puisse se diffuser dans d'autres services, il va falloir faire des compromis. Et je pense qu'il y a beaucoup de professionnels qui sont pas prêts à faire ces compromis-là, parce qu'encore une fois, ça dénature, ça pervertit. Je pense que il faut rester dans un bon ordre de reproduction de tout. Généralement, il y a une trame commune. Si je prends par exemple les espaces d'apaisement, qui est un dispositif de soins psychiatriques pour éviter le recours à l'isolement et à la contention. Au GHU Paris Psy et Neurosciences, on a expérimenté dans un puis 5 sites des espaces pilotes qui étaient du coup à chaque fois des espaces singuliers. On en a déduit une façon de procéder dans la conception, l'aménagement, mais aussi l'aide à l'élaboration du projet thérapeutique de l'équipe, qui nous a permis de vectoriser en fait un tronc commun pour diffuser institutionnellement après ces espaces d'apaisement, avec un certain nombre d'options, comme on fait, j'imagine, aussi dans l'édition de logiciels, qui faisait que chaque service peut adapter en fonction de la situation, du projet thérapeutique de l'équipe, et pour autant, il hérite du tronc commun avec une procédure, moyennant quoi nous, on ne s'épuise pas parce que faire 5 expérimentations pilotes, c'est beaucoup de temps auprès des 5 équipes, hein, on est vraiment au chevet des équipes. Et on ne peut pas faire ça quand il y a 35 services, en fait. Soit Bien sûr. on fait des déçus, des attentes. Donc, on a procédé de cette façon-là pour ensuite pouvoir capitaliser sur les enseignements des 5 premiers et Mhm. diffuser beaucoup plus largement. Donc, moi, je suis assez partisane de cette approche-là, de commencer D'accord. de façon très qualitative pour définir des facteurs communs voilà, des adaptations euh, dans des outils, du D'accord. coup, qui prennent des formes d'outils de transmission, avec souvent des petites formations aussi pour aider à la prise en main, et des catalogues et tous les outils qui aident après à diffuser de façon beaucoup plus D'accord. large. Et de la méthodologie, et donc aussi une boîte à outils pour les prochains qui Tout vont à pouvoir fait. aller plus vite, en fait, tout simplement dans la mise en œuvre de ce type de projet, quoi. Tout à fait. Donc, pour moi, la reproductibilité, c'est aussi la garantie qu'on va avoir un impact plus large et à plus long terme. Parce qu'on s'épuise à faire de l'expérimentation service par service. Et Mhm. même sur le plan institutionnel, c'est assez absurde, en fait. Parce Mhm. que, on est dans des très gros groupements. Il y a beaucoup de services bénéficiaires et souvent en attente. Et du coup, on a une liste, un carnet de balles pour les 25 années à venir. Ça n'est pas possible de procéder comme ça dans la durée, en tout cas. Donc ça, c'était le premier point. Et peut-être le deuxième, donc tu parlais de la question de l'évaluation. Donc le design, c'est une discipline qui est en train de j'y arrive, qui est en train de s'universitariser, qui est en D'accord. train aussi d'écrire voilà, bah, sa propre épistémologie, sa propre science. Donc il y a des revues, notamment Sciences du design, quelques doctorats en design qui arrivent peu à peu à se monter. Et donc, je pense qu'on apprend en faisant à mesurer les impacts du design. Parce que comme je le disais, on vient quand même aussi du milieu de la culture et de la création dans lequel, en fait, évaluer, encore une fois, ce serait pervertir. Parce que Mhm. normalement, rien qu'en regardant le dispositif qui a été créé, on doit se dire que c'est formidable. Sauf que ça ne résiste pas voilà, à nos organisations. Et encore une fois, il faut dépasser l'incantation. Il faut pouvoir trouver des indicateurs qui peut-être ne sont pas tous des indicateurs chiffrés, hein. Il faut se Mhm. permettre aussi d'être créatif dans la recherche d'indicateurs qui peuvent toucher tant à la qualité de vie au travail, à la qualité d'expérience de soins, qui disent à quel point ça a permis de restaurer de la relation soignant-soigné, de baisser les situations d'agressivité, de baisser les visites de maintenance quand le matériel est abîmé et cassé. C'est parfois aussi parce que on le juge indigne, qu'on le dézingue. Mhm. Donc les indices de maintenance sont des indices intéressants qui en Mhm. disent aussi sur la qualité d'être dans un lieu. Donc c'est aller chercher des indicateurs qui sont nouveaux auprès des collègues de la DRH, des directions travaux maintenance, pour objectiver les effets de ce qu'on a pu créer. Donc ça, c'est sur des indicateurs un peu plus, je dirais, courants, mais évidemment, il y a les indicateurs cliniques. Donc là, d'un seul coup, c'est branle-bas de combat parce qu'il faut faire les choses bien dans le cadre d'une étude. Mhm. Et là, pour le coup, ce sont des études que nous ne menons pas nous, qui Oui, doivent puis être peut y avoir un jeu de pouvoir aussi, du coup, puisque vous rentrez du coup en confrontation avec des études que font les équipes soignantes elles-mêmes. Alors pour Ou le en coup, pas complémentarité, mais. vraiment.
Pas D'accord. vraiment, parce que si on décide de mener une étude clinique, c'est qu'il y a déjà une équipe impliquée en fait, que Hmm. ce soit sur les espaces d'apaisement. Là, l'équipe du LABA est en train d'évaluer un dispositif d'écoute sonore pour l'apaisement des patients en psychiatrie. Hmm. Euh, c'est des projets qui ne sont que portés par des équipes paramédicales, donc c'est vraiment avec par et pour. Donc on ne se retrouve pas dans ces situations je dirais, de conflit avec d'autres études, parce que en plus, on D'accord. n'est pas Tant mieux. légitime pour voilà, conduire une étude clinique. Donc, elles sont menées par des paramédicaux sur des cohortes de patients qui sont inclus, avec un financement dédié ministère de la Santé. Donc, souvent, c'est plus quand même des études paramédicales que des études médicales. Mais là, pour le coup, ça nous permet d'objectiver avec des indicateurs cliniques qui sont robustes, avec des échelles qui sont reconnues, les effets des dispositifs qui ont été co-conçus, co-élaborés avec les études paramédicales. Mais ça, je disais que c'était branle-bas de combat parce que ça nécessite quand même vraiment beaucoup de temps, il y a d'autres études qui sont conduites sur d'autres projets au même moment, qu'il n'y a pas toujours suffisamment d'attachés de recherche clinique à l'hôpital pour pouvoir les conduire, et que les hôpitaux sont soumis de plus en plus à une pression pour pouvoir objectiver, éventuellement après déposer des brevets, des dispositifs médicaux, etc. Donc on se met aussi dans une file d'attente, et voilà, c'est conséquent, ça demande vraiment beaucoup de travail. Donc on ne peut pas le faire systématiquement, et puis tous les projets ne s'y prêtent pas, mais c'est quand même ce qu'on doit aller chercher. D'accord. Donc finalement, si je résume un petit peu, c'est quand même la science qui vient comme outil d'objectivation en fait de l'efficacité ou de l'utilité des différents projets de design. Tout à fait. Et donc c'est plutôt positif puisque Tout à moi je fait. crois en la science et j'aimerais bien que ce soit utilisé pour objectiver les choses. Et bien tout à fait. Et encore une fois, parce que on est dans un milieu de soins. Hmm. Dans un autre milieu, ce serait peut-être pas aussi prioritaire que de pouvoir objectiver voilà, les effets des dispositifs. Mais on a quand même cette obligation de pouvoir dépasser l'impression. Alors, encore une fois, tout ne nécessite pas d'être évalué sur le plan scientifique, parce que Hmm. il y a des choses où on constate que ça se passe bien, côté RH, voilà, je disais aussi côté maintenance, où c'est une évidence que le dispositif fait du bien. Donc ça dépend aussi de la nature du projet. Euh, mais voilà, ça nous oblige à sortir de notre zone de confort, parce qu'en design, on n'apprend pas ces aspects, alors sauf dans certaines industries, mais ces aspects vraiment d'évaluation au-delà du fonctionnel, en fait, vraiment du relationnel, des impacts managériaux, des impacts voilà, RH. Hmm. Donc ça nous pousse à co-construire avec les collègues des directions concernées, qui elles-mêmes, en fait, font pas toujours d'ailleurs de l'évaluation chiffrée, hein. Bah non, Donc, bien sûr. et pour autant, elles peuvent extraire des données, hein. Surtout à l'hôpital. Ah bah, surtout à l'hôpital. Je reprends les collègues de la maintenance. Ils peuvent tout à fait extraire les données d'intervention de maintenance dans un service, parce que c'est enregistré à chaque fois avec des bons dans notre bureaucratie adorée. Et donc, ils Hmm. peuvent en fait sortir ces données-là. Et d'un seul coup, ça les rend collègues de la maintenance, qui sont sur des aspects très opérationnels, aussi co-détenteurs de ce savoir-là, et du coup co-dépositaires de l'évaluation. Donc ça nous permet aussi de nouer des alliances, pour le dire autrement, avec des directions, que d'évaluer ensemble des dispositifs dont on sait qu'ils agissent un peu comme en acupuncture à différents endroits. Hmm. Très bien, et ben super. Faisons des alliances, effectivement. Tu as l'air assez passionné par ton métier, ça fait plaisir à voir. Malheureusement, on arrive déjà au bout de notre émission et j'avoue que j'avais encore des questions à te poser, mais on le fera peut-être une autre fois. Pour terminer, peut-être, comme tu as l'air effectivement très déterminé et enthousiaste par ton métier, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à une personne jeune qui voudrait se lancer dans le design ou qui serait intéressée par ça? Est-ce que tu penses qu'il y a de la place dans cette discipline-là pour le coup, même si elle n'est pas encore bien connue ou bien comprise? En médecine ou ailleurs, hein, mais voilà, pour le design en général, est-ce que tu aurais des conseils ou des choses à donner ou un retour d'expérience rapide pour un jeune designer?
Ben, effectivement, il y a de la place, il n'y a pas beaucoup de place, mais je pense que la détermination, c'est absolument indispensable. Et le fait de pouvoir peut-être transformer son indignation en une matière productive, parce que si je suis déterminée aussi, c'est parce que j'ai vu parfois vraiment des situations très inhumaines, très indignes en fait dans les services de soins, donc ça m'a aussi donné envie d'agir, alors à mon endroit et humblement, mais il n'empêche. Donc je pense que c'est très utile de mettre à profit en fait son esprit critique et sa capacité à repérer des choses qui ne devraient pas être et de chercher comment on peut contribuer à réparer. Donc toujours conjointement, collectivement, on n'agit pas seul. Non, je pense que de pouvoir mettre son imaginaire, sa créativité, mais aussi sa capacité d'indignation à profit dans ce type de milieux qui sont insuffisamment repérés en design comme des vrais lieux d'action, des vrais lieux dans lesquels on peut avoir un impact, c'est tout à fait intéressant. Donc il y a de la place pour des jeunes designers, encore une fois, pas énormément, pas autant qu'on voudrait, mais si on veut ce changement, il faut ici y prendre part. Donc accepter de prendre son bâton de pèlerin, d'arriver dans des endroits où personne ne vous attend et où éventuellement même c'est un peu hostile, de prendre le temps d'expliquer ce qu'on fait, à quoi ça sert et pourquoi on fait ça, le sens de tout ça. C'est pas juste parce que le design est à la mode en fait. Qu'est-ce qu'on peut apporter dans les difficultés que rencontrent les lieux. Donc voilà, accepter de faire aussi ce travail, peut dire d'évangélisation, mais de médiation et notamment très concrètement par l'exemple. Donc pour ça, il faut se mettre au boulot. Donc c'est pas un seul conseil, hein, c'est une kyrielle de conseils. Non, mais c'est très bien. C'est très bien, Être merci beaucoup. On va se mettre au boulot, effectivement. Et au merci, boulot. merci beaucoup pour ton temps, Marie. Et puis, très bonne journée à toi. Merci à toi, Max, pour ton écoute et à bientôt. Merci, au revoir. Si cet épisode t'a plu, merci de liker, de commenter, de partager et de t'abonner pour suivre les prochains épisodes. Ciao, merci.